la chanson au minimum. Et les voilà partis. Ridicas et Pépé pourra. Zarkava vous aviez rendez-vous avec l'histoire. Zarkava, ce rendez-vous, vous ne l'avez pas manqué. Paul Vigal, il n'est peut-être pas vaincu, mais il est aujourd'hui invincible. La championne de mon cœur qui va terrasser l'opposition. Jean-Michel Bazir, République, on vous aime. Trêve qui formidable ici, va s'imposer, rester invaincu. Incroyable docteur de ballon qui rentre dans l'histoire. Bienvenue dans les Big Story, le podcast qui donne la parole aux acteurs du monde épique. Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode du Big Story. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la rencontre de Mickaël Serra, entraîneur installé à Chantilly. Il nous a reçus pendant une trentaine de minutes pour un entretien à découvrir dès maintenant. Bonjour Mickaël, merci de nous recevoir aujourd'hui pour ce 4e épisode du Big Story. On est ravis de vous accueillir après avoir accueilli Jeddah, Charlie et Pauline. La première question qu'on a à vous poser, elle est la même qu'à tous nos invités. D'où vous vient votre passion des courses et plus précisément des courses de chevaux? Eh ben, comme beaucoup de fils de propriétaires, je suis venu avec mon père aux courses tout petit, déjà dans la poussette. Et voilà, la passion est venue comme ça. Et puis, on va dire que la sensation que je ressentais quand j'allais à l'hippodrome d'Auteuil était vraiment tellement forte pour moi quand j'étais jeune que j'ai dit c'est ça que je veux faire. Du coup, Mickaël, c'est quoi votre premier souvenir sur un hippodrome? Mon premier souvenir d'hippodrome, le premier, c'est une victoire d'un cheval de mon père dans un quintet à Auteuil qui s'appelait Golden King. Et ça a été une émotion particulière de voir votre père avec son premier gagnant? C'était pas son premier gagnant, mais moi, voilà, j'étais jeune. La plupart du temps, on n'allait pas trop aux courses parce que c'était quand même pas mal de fois en semaine, donc il fallait quand même suivre les cours. Mais voilà, d'aller un week-end à Auteuil et de gagner un quintet, ce jour-là, il y avait je me souviens qu'il y avait beaucoup de monde, j'ai encore la photo, il y avait une tonne de monde à l'hippodrome, donc ça devait être un jour important en tout cas de mémoire, et voilà quoi, c'était une belle course. À quel moment de votre vie vous vous êtes dit que vous vouliez en faire votre métier? Est-ce que c'est venu tout de suite ou est-ce que c'est venu un peu avec le temps? Non, ça m'est pas venu tout de suite parce que au début, quand on est jeune, on pense pas forcément à ça, mais l'élément déclencheur, ça a été un jour j'étais à Auteuil quand Al Capone a couru, j'ai dit voilà, c'est ça que je veux entraîner ces chevaux-là quoi, donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. C'est quoi votre parcours avant votre installation? Moi je suis rentré à la FASEC à 14 ans pour être entre guillemets jockey. Donc j'ai eu la chance de pouvoir monter en course une petite trentaine de fois. Que en obstacle parce que j'étais trop lourd pour le plat, j'étais déjà trop lourd pour l'obstacle, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Mais voilà, je suis parti après mon apprentissage chez Delaporte, je suis parti chez Guillaume Macaire. Voilà, là où j'ai fait mon unique gagnant en course à obstacle en tant que jockey. Donc voilà, c'était une très belle expérience. Puis c'était la plus grosse écurie de France à l'époque. Il n'y avait pas une écurie où vous pouvez apprendre plus facilement que là-bas, puisque il y avait, chaque matin on sautait 4, 5, 6 chevaux par jour. C'est en faisant qu'on apprend. Donc voilà, c'était vraiment une belle expérience pour moi. Et après c'est un petit peu compliqué, j'ai pas trop trouvé ma place et c'est pour ça que il n'y avait pas d'écurie, il n'y avait pas un entraîneur chez qui j'avais envie d'être. Donc je me suis dit écoute, casse la tienne, t'as qu'à faire comme t'as envie. Et du coup je me suis installé à 21 ans. Et quels sont les entraîneurs qui vous ont inspiré vous avant de vous installer? Est-ce que c'est forcément Guillaume Macaire ou est-ce qu'il y en a d'autres? À la base, quand je me suis installé, j'ai plutôt essayé de copier l'entraînement de Guillaume Macaire. Ce qui n'était pas faisable ici avec les pistes sont différentes, beaucoup de paramètres qui sont différents. Les chevaux d'ailleurs, c'est pas les. Ce que je veux dire, c'est que comme il le dit souvent, on fait pas 2 mètres sans casser 2. Donc si on adapte une méthode très difficile, évidemment on va un peu broyer de matériel. Donc parce que malheureusement on n'est pas dans le corps du cheval, on ne sait pas quand est-ce qu'il nous dit stop. Donc voilà. Après ça, je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Du coup, j'ai plutôt essayé de regarder les entraîneurs de plat à Chantilly,
de voir comment il travaillait, et j'ai essayé de faire un mélange entre du macaire et de l'entraînement de plat. Est-ce que sur l'entraînement, il y a une méthode, Mickaël Serror? Oui et non. Oui et non, parce que la plupart des écuries, c'est soit il n'y a pas de méthode en soi, chacun fait. Enfin, c'est une règle et tout le monde tient la règle. Moi, la règle chez moi, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas un enraînement particulier. Chaque jour, chaque cheval peut avoir un enraînement différent. Il y a un cheval, je vais lui demander d'allonger le bout du nez, d'autres, je vais lui demander de refermer le bout du nez. Voilà, je vais pas demander la même chose au pilote à chaque fois, donc j'essaye vraiment de faire du cas par cas. Alors évidemment, au début ça allait très bien, c'était très facile. C'était en tout cas beaucoup plus facile quand j'avais que 20 ou 30 chevaux. Là maintenant qu'on a 60 chevaux, c'est-à-dire qu'on a 15-20 gars à cheval le matin, manager 15-20 gars à cheval et faire du cas par cas, c'est évidemment beaucoup plus difficile. Et racontez-nous comment se passe une semaine d'entraînement chez vous pour les chevaux. Combien de fois vous les sortez? Quel est le programme? Comment vous organisez une semaine d'entraînement dans votre écurie? La semaine classique, c'est de sortir tous les jours. Tous les chevaux sortent tous les jours. Voilà, certains chevaux, j'ai un marcheur, donc certains chevaux vont au marcheur en plus de sortir. Il arrive très peu souvent qu'un cheval chez moi ne fasse que du marcheur. Je veux dire, le marcheur ne me remplace pas un gars, c'est vraiment un outil en plus. Les paddocks, c'est pareil. Voilà, il n'y a que les chevaux accidentés qui vont pas être montés, mais grosso modo, ceux-là ne restent pas longtemps ici, donc voilà. Mais l'idée, c'est de sortir tous les jours. Le dimanche, on sort que les chevaux qui courent la semaine d'après, parce que évidemment, le personnel ne peut pas travailler 24 heures sur 24. Donc voilà comment ça se passe, et tous les jours les chevaux sortent. Le lundi, on fait des lots de 45 minutes parce que avec les box ça prend pas mal de temps, et encore une fois, il faut respecter les horaires pour le personnel. Et sinon, le reste du temps, les chevaux sortent à peu près 1 heure par jour. Quand on a les séances d'obstacles ou des lots au lion ou les gazons, on peut monter à des 1h15, 1h30. Et donc voilà, quand on fait des lots comme ça, c'est des lots qui rallongent. Mais c'est encore mieux parce que voilà, quand un cheval plus il travaille dur, plus je pense qu'il mérite d'être dehors longtemps. Donc après ça, ils vont encore au marcheur, etc. Donc voilà, on essaye de les sortir le plus longtemps possible. Et même avec ça, je trouve que c'est encore pas assez. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez de votre première victoire en tant qu'entraîneur? Ma première victoire en tant qu'entraîneur, oui, je m'en souviens. Ouais. C'était à Clairefontaine, monté par Sylvain Dehaze. Et ce jour-là, j'ai donné des ordres un peu particuliers parce que c'était en steeple, et je lui ai demandé d'aller à l'extérieur, ce qui se fait rare, ce qui se fait pas à Clairefontaine. Et on a gagné de bout en bout avec une pouliche que j'aimais bien qui s'appelait Louvre du Charmille. Voilà, gagné de bout en bout, et je vous dis en faisant tous les extérieurs, donc c'était plutôt étonnant. Et puis en plus, ce jour-là, mes grands-parents paternels étaient à l'hippodrome, alors qu'ils n'étaient pas venus sur un hippodrome depuis 10 ans. La seule fois qu'ils sont venus en 20 ans, c'est le jour où j'ai gagné de ma première course, donc, et on l'a pas fait exprès. Et la plus belle course que vous avez gagnée, c'est laquelle? La plus belle course que j'ai gagnée, c'est le prix Sagan avec Messagère. En termes d'émotion, c'était fort parce que c'est comme, si vous voulez, quand vous gagnez le Sagan, j'exagère, mais c'est comme de gagner la poule avant le Jockey Club. Vous êtes assis sur le meilleur 3 ans de l'écurie, quoi. Je veux dire, pas de l'écurie, mais de la génération. Donc la pouliche, elle gagne le Sagan, elle gagne en pétant. Comme une jument qui laisse à penser qu'elle va gagner groupe 1, donc, et qui va être la meilleure de sa génération. Donc c'était une sensation extraordinaire de voir ça, parce qu'on a toujours les espoirs du matin, mais sur la piste, elle avait fait un truc qui m'avait scotché. Donc voilà, je savais que s'il n'y avait pas de problème de santé, ce serait pour elle, quoi. Malheureusement, comme beaucoup de chevaux de course, d'obstacles, et qui court au mois de juin quand il fait chaud et en bon terrain, malheureusement elle est rentrée avec des problèmes, donc derrière elle est partie à Poulinière. Du coup, Mickaël, tout à l'heure vous évoquiez les consignes que vous aviez données sur votre premier gagnant.
Et on avait quelques questions du coup, par rapport à ça. Comment vous choisissez les consignes que vous allez donner à votre jockey dans le rond? Est-ce que ça va dépendre de la concurrence, du cheval, du terrain, du jockey? Bah, vous avez un peu tout dit là, je vais arrêter de parler, je vais vous laisser faire. Mais non, la priorité pour moi, c'est d'abord mon cheval. Donc c'est de savoir si mon cheval a des particularités ou pas, entre guillemets des défauts sur lesquels il faut faire avec. S'il a des défauts, ces défauts vont être prioritaires pour moi. Et si ce n'est pas le cas, au fur et à mesure, je rajoute étape par étape ce que je peux faire. Donc c'est d'abord le cheval. Après, ça va être le jockey que j'ai sur le dos aussi, parce que les jockeys ont des défauts. Il y en a qui sont trop chauds, d'autres qui sont trop froids. Donc voilà, il faut aussi composer là-dessus. Derrière, il faut connaître l'opposition et la tactique de l'hippodrome. Donc voilà, on essaye de composer avec tout ça. Ouais. On a eu la chance de le voir ce matin à l'entraînement. Comment est-ce que vous faites avec vos jockeys maison? Comment est-ce qu'on fait pour former un jockey? Vous leur parlez beaucoup, comment ça se passe? Ce qui est important, c'est qu'il y a peut-être des bons jockeys qui ne s'entendraient pas avec d'autres entraîneurs, ou un moins bon jockey qui ne s'entendrait pas. Voilà. On forme un couple, mine de rien. Ce qui est important, c'est que le mec connaisse ma méthode. Si demain, je me mets à mettre, je sais pas, Angelo Giuliani, Bertrand Estrade sur tous mes chevaux, qui vont les débuter comme ils débuteraient un Nicole ou un Macaire, archi prêt, archi préparé à bien faire d'entrée, alors que mon cheval, il a un mois de boulot de moins. Enfin, si on lui demande le même effort en débutant chez moi que chez Guillaume Macaire, évidemment mon cheval va prendre beaucoup plus dur. Derrière, il faudra plus de temps de récupération, etc. etc. Donc, il faut vraiment bien comprendre la méthode. Ça m'arrive de débuter des chevaux archi prêts, mais c'est plutôt très rare. Donc voilà, il faut vraiment que le gars ait compris la méthode d'entraînement. En débutant, je suis plutôt de dire on va les monter cool, venir finir, sans les empêcher de gagner évidemment, parce que tous les bons chevaux que j'ai eu ont gagné en débutant quand même. Mais voilà, faut pas que ce soit un objectif, faut pas que ce soit une fin en soi d'aller gagner en débutant. Donc ça fait partie un peu d'une méthode quand même. Donc faut que le jockey soit conscient de ça, et que le plus important c'est de donner des bonnes leçons. Et les 2-3 premières courses sont réellement les plus importantes à mes yeux. Donc il faut que le jockey soit dans cette méthode-là. Voilà. Donc après le faire progresser, si déjà il a compris ma méthode, c'est déjà une bonne chose. Et après de le faire progresser, voilà, moi je donne des conseils d'équitation à mes cavaliers, encore plus à mes jockeys. Mes jockeys, un gars comme Nathan Howie aujourd'hui, j'espère que voilà, ça va durer dans le temps et qu'il va continuer de bien progresser, de bien comprendre. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu un gars comme lui qui, en plus de faire les efforts à cheval, fait les efforts l'après-midi, fait beaucoup de sport, voilà, il prend son métier au sérieux, pas comme beaucoup d'autres qui pensent que jockey c'est fumer des clopes et boire des bières. Non, lui, tel que je l'aurais fait moi quand j'avais 16 ans, mais aujourd'hui, lui, il a pris son... Voilà, il veut être jockey d'obstacle, quoi. Il veut pas être cavalier de course d'obstacle, quoi. Voilà, c'est un sportif de haut niveau. Donc voilà, je pense que lui devrait y arriver, quoi. Justement, en parlant de Nathan, on voit que vous le faites de plus en plus monter à Auteuil et que ça l'aide à prendre un petit peu de l'expérience. Nous, en tout cas de l'extérieur, on a le sentiment qu'en côtoyant les meilleurs jockeys d'obstacles à Auteuil, il a progressé, il est capable de monter de derrière et de bien finir, capable de prendre ses responsabilités. Il progresse beaucoup de notre point de vue. Comment vous analysez, vous, sa courbe de progression? Sa courbe de progression, pour le moment, elle est bonne. Il progresse tout le temps. Et donc ça, déjà, c'est vraiment, voilà, c'est une bonne chose. Et comme je travaille avec plusieurs jockeys et des mecs plutôt sympas, qui aiment discuter et qui aiment... mis à part le fait d'être bon jockey ou mauvais jockey, j'aime bien la bonne mentalité. Là, on travaille avec des mecs qui ont une bonne mentalité, tels Johnny Charon, Théo Chevillard, Kevin Nabé, Dylan Ubeda. Voilà, là, ces gars-là, à chaque fois qu'ils viennent, s'ils peuvent donner des conseils à Nathan, parce que je pense à Félix aussi, qui même s'il monte plus pour moi en ce moment, Félix, c'est le premier à donner des conseils à Nathan s'il peut. Donc voilà, c'est
c'est bien d'avoir ces gars-là qui donnent des bons conseils et c'est vraiment pour aller dans le sens de Nathan qu'ils le font, donc c'est vraiment de la gentillesse et c'est bien que ces gars-là fassent comme ça, quoi. Si on revient un petit peu à l'entraînement, on va parler aussi d'élevage. On sait que vous avez notamment avec les chevaux du seuil en élevage qui marchent très bien. Racontez-nous comment ça se passe, comment ça a fonctionné et comment ça s'est lancé. Ça s'est fait parce que c'est ma belle-mère d'abord. Donc comme c'est ma belle famille, évidemment, les chevaux sont venus gentiment chez moi plutôt que d'aller ailleurs. Et donc au fur et à mesure, l'élevage a l'air de monter en puissance. Donc en tout cas, avec ma belle famille, on a l'air de taper dans le vrai, quoi, pour le moment. Voilà, maintenant faut continuer comme ça et toujours se poser les bonnes questions et jamais penser que tout est bien fait. On veut toujours, on trouve toujours que tout est mal fait. Donc comme ça, au moins, on essaye toujours d'aller encore plus haut. Donc après, mis à part ça, que dire, on fait des choix, des bons, des mauvais, et on se renferme pas sur les mauvais choix, c'est des choix qui nous font aller de l'avant, et on n'essaye pas de se dire ah oui mais je le voyais celui-là, non je le voyais pas, voilà. Quand on a dit on va pas à Zarac, on va pas à Zarac, on a fait une connerie, on va pas dire ouais mais je le savais. Donc voilà, c'est l'élevage, c'est ça, c'est un peu de chance, un peu de réussite, et voilà, si on nourrit bien, qu'on travaille bien au bon moment, au bon endroit, qu'on les respecte, parce que les chevaux, mine de rien, on les court pas beaucoup à 3 ans, tous ces chevaux-là, ils sont pas, parce que pour la plupart, sont pas capables. Ceux qui sont capables, ils y vont, mais voilà, faut laisser le temps au squelette du cheval de se faire. Il y a quelques mois, vous avez eu un cheval qui s'est blessé à Pi-Vallée du Seuil lors d'une course. Comment on gère du coup la période de blessure, le retour à l'entraînement? Bref, comment s'est passée cette période pour le cheval et comment vous avez géré son retour à la compétition? Écoutez, tout dépend des blessures, etc. Là, c'était une blessure chiante parce que on peut pas l'abandonner ni dans un box, on peut pas l'abandonner dans un paddock ou dans un pré. Fallait du soin régulier. Donc déjà, il fallait qu'elle passe en chirurgie. Donc la pouliche a été en chirurgie. Elle est restée quelques jours en clinique. Après ça, on l'a envoyée. Enfin, elle est revenue à l'écurie pendant un mois à peu près. Un mois au box où voilà, tous les jours on la marchait un tout petit peu en main. On soignait ça bien attentivement, sous surveillance des vétérinaires pour pas qu'il y ait d'infection. Derrière ça, la pouliche est repartie les soins ont continué pendant, je dirais, 3-4 mois. 3-4 mois où tous les jours il fallait qu'elle ait des bandages, que ce soit nettoyé, etc. pour vraiment que ce soit parfait. Et elle est partie aux écuries de Fréhel, voilà, chez Jennifer. Je veux pas manger son nom de famille donc je vais pas le dire. Mais voilà, c'est une fille qui s'est hyper bien occupée d'elle. Avec mon associé Marie Courrèges, c'est elle qui s'est occupée de tout là-bas. Donc ils ont fait du super boulot, ils l'ont remise en route tous les jours. Elle sortait au début pendant gentiment elle est montée jusqu'à 1 heure de pas. Après elle a commencé les trottings, etc. Elle a tout repris gentiment. Quand elle a pu aller dans l'eau de la mer, elle a été dans l'eau de la mer. Voilà, on a pris le temps de bien faire, et quand elle m'a donné le feu vert pour dire c'est bon Mickaël, tu peux la reprendre, à ce moment-là je l'ai reprise. C'est quand je mets un cheval au repos, aux soins ou n'importe quoi chez quelqu'un, c'est pas à moi de dire tiens c'est la date, c'est l'heure, il faut qu'il revienne. Si le cheval n'est pas en état de revenir, il n'est pas en état de revenir. Donc voilà, après je m'efforce de dire à mes clients qu'il vaut mieux me laisser faire parce que c'est moi qui suis avec les chevaux. Donc si moi je fais le contraire chez les autres, ça n'a pas de sens. Donc je mets les chevaux chez les gens et je leur fais confiance. Justement, vous parlez de vos clients. Vous avez combien de clients en total sur tous les chevaux que vous avez chez vous à l'entraînement? Honnêtement, je ne saurais pas vous dire parce que je compte pas. Mais je dois avoir une quarantaine de clients, je dirais. Peut-être pas, j'exagère peut-être, mais parce que j'ai beaucoup de chevaux sur lesquels on est plusieurs. J'ai beaucoup de petits clients qui ont que 20% d'un cheval ou 10% d'un cheval, voire même 5 des fois. Donc voilà, je ne saurais pas vous dire. Il y a 60 chevaux, il y en a une vingtaine à moi et ma belle-mère. Et le reste c'est à des clients. Donc il y a une quarantaine de chevaux qui sont à des clients.
Et j'ai très peu de clients qui ont beaucoup de chevaux chez moi, donc je dirais, voilà, à la louche, je dirais une quarantaine de clients. Justement, vous avez des chevaux de plat, d'obstacle. Laquelle des deux disciplines vous préférez? Est-ce que vous en préférez une des deux ou est-ce qu'il ne faut pas les comparer parce qu'elles sont vraiment très différentes? Ce qui est différent, c'est le travail. Après, le cheval en soi, c'est le même. Donc pour moi, elle n'est pas différente parce que le cheval, c'est le même. Le plat, c'est beaucoup plus simple, beaucoup moins de contraintes. Beaucoup moins de contraintes. Je sais pas ce que vous voulez entendre de plus, mais... Non, mais c'est ce que vous en pensez, c'est tout simplement. Mais non, mais voilà, je veux dire, sur les obstacles, les fautes de main, j'ai monté en course, j'ai sauté des chevaux le matin, je saute encore des chevaux le matin. Pour moi, à 98% du temps, quand un cheval fait une faute, c'est une erreur de main. Donc, quand je dis de main, ou de corps. Voilà, c'est un défaut d'équilibre ou de main. Donc à partir de là, quand je pense ça, évidemment que c'est forcément beaucoup plus facile d'entraîner un cheval de plat qu'un cheval d'obstacle parce que l'erreur, elle est humaine, elle est inévitable. Un jockey, et je vous dis encore une fois, je saute les chevaux, moi le premier, je suis incapable de faire une séance sans me tromper une fois. Donc, et c'est peut-être pas beaucoup, c'est peut-être beaucoup, je sais pas, mais quoi qu'il arrive, on va se tromper. Donc quoi qu'il arrive, on va emmener le cheval à faire une faute. À un moment donné, dans le parcours, dans une course ou dans l'entraînement. Donc toutes les fautes sont risques de faire mal, de ceci, d'arrêter le cheval, etc. Donc entraîner un cheval de plat, c'est moins de contraintes. C'est quoi l'atmosphère la plus dingue que vous ayez connue sur un hippodrome? Est-ce que c'est un hippodrome français? Est-ce que c'est à l'étranger? Français, ce serait mentir. On va pas se mentir. Hein. Mais non. Alors, moi personnellement, un jour extraordinaire, c'est quand mon beau-frère a gagné l'Arc de Triomphe avec Wolgast. Évidemment, là on était sur le bord de la piste, c'était de la folie. Mais parce qu'on avait un intérêt. Si on n'a pas d'intérêt, je vais vous dire que les deux endroits que j'ai préférés, c'était les Ascot pendant les Royal Ascot et Cheltenham. Voilà, Cheltenham j'y étais pendant un meeting d'hiver en janvier et j'y étais aussi pendant le mois de mars. Donc et franchement c'était similaire en janvier et en mars quoi. C'était de la folie les deux fois. Donc voilà, c'était vraiment extraordinaire. Mais voilà, après si on rajoute le côté chic d'Ascot, ou la reine, machin, etc. Donc j'étais là le jour où la reine venait, parce qu'elle n'était pas là tous les jours. Donc non, c'était vraiment on n'a pas ça en France quoi. On a une question qu'on pose souvent à nos invités. Quelles seraient vos idées pour relancer un petit peu l'attrait des hippodromes en France et plus globalement des courses? On a vu qu'il y avait des bonnes initiatives comme les jeudis de Longchamp, les vendredis à Vincennes, les samedis d'Auteuil. Ce serait quoi vos grandes idées pour relancer un petit peu ça et faire qu'on ait une atmosphère qui soit plus proche de l'atmosphère à l'anglaise plutôt qu'à la française? Le problème, c'est que la mentalité française et anglaise est différente. En Angleterre, on est quand même... la monarchie fait qu'on reste sur des principes entre guillemets vieillissants et en France cette aristocratie a entre guillemets un peu disparu et on est resté, le monde des courses est resté très aristocrate et malheureusement en tout cas pour les courses et pour je sais pas si c'est bien ou pas bien qu'on n'ait plus d'aristos entre guillemets mais en tout cas il y en a beaucoup moins sur les hippodromes. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut le comprendre d'abord et se dire, voilà, écoutez, on n'attire plus les aristos ou les aristos n'ont plus d'argent. Je ne sais pas quelle est la raison, mais en tout cas, il n'y a pas assez d'aristos sur les hippodromes. Donc aujourd'hui, il faut emmener une autre population. Et je pense que la population, il faut aller la chercher entre les jeunes de 18 à 30 ans, 30-35 ans, je veux dire, mais il faut vraiment aller chercher dans le jeune. Et pour ça, il faut se redécouvrir, quoi. Vous n'êtes pas sans savoir que récemment, des critiques ont fusé sur Tony Parker ou Antoine Griezmann, qui sont de nouveaux gros investisseurs du monde des courses. C'est une chance d'avoir des mecs comme ça qui viennent investir dans les courses, ils vont nous faire une bonne publicité, d'accord ? C'est une super bonne publicité. Nous, on a pensé qu'à une chose, c'est les critiquer sur leur tenue vestimentaire.
je sais pas, mais Tony Parker en jogging, il a plus de classe que moi en costard. Donc, s'il veut venir en jogging basket, il a qu'à venir en jogging basket. C'est quoi la course que vous rêveriez de remporter, s'il y en a une? Bah, la course que je... Non, vous m'auriez posé la question... il y a 3-4 ans, je vous aurais dit que je veux gagner le Cambacérès parce que c'est, encore une fois, dans le même principe que Messagère. C'est-à-dire que quand vous gagnez cette course-là, vous avez gagné... En fait, le Cambacérès, c'est le Jockey Club, quoi. Vous avez gagné la poule avant, vous avez gagné le Jockey Club, vous avez un crack, vous avez gagné le groupe 1, mais le rêve n'est pas terminé. C'est-à-dire que quand vous avez gagné l'arc, le rêve est plus ou moins terminé. Je veux dire, ou dans les grands styles, qu'est-ce que vous voulez de mieux que le grand style? Il n'y a pas d'étape mieux au-dessus. Donc quand vous avez gagné le Cambacérès, des étapes mieux, il y en a encore plein. Il y en a au moins 2 à 4 ans et 1 à 5 ans. Donc voilà, le rêve continue. C'est ça qui est... Enfin, c'est un métier de rêveur. Et ce qui est très beau dans une course, c'est de gagner une très belle course qui nous dit, en plus d'avoir touché le Graal, on touche le Graal, mais on te dit qu'il y a encore un peu mieux. Donc on continue d'avoir de l'espoir et du rêve. Voilà, donc l'idée me plaît. Quel est votre cheval de cœur? Aujourd'hui, je vous dirais Extra Wild du Porto. Hier, c'était un autre. Enfin, voilà, mon cheval de cœur, c'est pas celui qui... C'est pas le meilleur, c'est pas le... Voilà, c'est plutôt celui que je vais monter, qui va être compliqué, que je vais... Enfin, voilà, mes gars, ils y arrivent pas, je vais monter dessus. Ça va bien se passer, voilà, c'est mon cheval de cœur. Autre question, comment est-ce que vous choisissez les chevaux que vous achetez à réclamer? Qu'est-ce qui compte le plus? Est-ce que c'est ce qu'il a fait avant? Est-ce que c'est le parcours qu'il a eu, la montre qu'on lui a donnée, son programme? Sur quoi vous vous basez? Acheter un jeune cheval dans un prix, un poulain, etc., ça je sais pas faire. Je suis pas assez bon en origine, je suis pas assez bon en défaut physique. Voilà, c'est pas, entre guillemets, pas mon métier. Je dis pas que je vais pas le faire ou qu'il faut pas le... Voilà, de toute façon, il faut payer pour apprendre, donc je fais ou je ferai, et qu'à cela ne tienne, on verra bien si je perds ou si je gagne, et je recommencerai. Mais par contre, les réclamer c'est complètement différent pour moi, parce que les réclamer, je regarde pas du tout le physique. Le cheval, il peut quasiment rentrer boiteux, c'est que ça me dérange pas. Enfin, je veux dire, voilà, quand on voit un cheval à réclamer, la seule chose qui m'importe, c'est le programme du cheval. C'est le cheval, je pars du principe qu'il n'y a pas beaucoup de chevaux sains. Il y a des chevaux qui ont des problèmes de santé avec lesquels ils sont obligés de faire. Moi, je me lève le matin, je suis boiteux, je peux quand même jouer au foot. Je suis encore plus boiteux le lendemain, mais je recommence, je peux rejouer le surlendemain, je peux rejouer au foot. Donc voilà, il y a des chevaux qui ont des petits soucis, qui arrivent à faire avec. Si on s'arrête à ça, on les achète pas et on les entraîne plus et on court plus, quoi. Donc c'est des chevaux qui font carrière et qui peuvent durer jusqu'à 10 ans, 12 ans, il n'y a pas de problème, quoi. Donc il faut savoir faire la part des choses entre le problème grave et un petit souci de tous les jours. Donc si le cheval a couru récemment et qu'il a performé, son souci ne peut pas être grave. Voilà, sinon il ne pourrait pas performer. Donc à partir de ce moment-là, j'achète entre guillemets les yeux fermés et je vais acheter vraiment un programme. Si le cheval il a une valeur handicap qui me convient, s'il est en 52 alors que je pense qu'il vaut 56, je vais l'acheter. Si je le paye 8 alors que je pense qu'il en vaut 15, oui, je pars vraiment sur ces principes-là. Et après, encore une fois, le programme, si je sais quelle course il va courir, quelle course il va avoir à courir, et avant de signer le bulletin, je sais que je l'achète pour ça, quoi. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochains mois et les prochaines années? La santé physique, mentale, et une entreprise sereine. Voilà. Le reste, ça reste du rêve et je me débrouille tout seul. Parfait, Mickaël, merci beaucoup pour cet entretien passionnant. On espère que nos auditeurs auront apprécié également passer ce moment à vos côtés. On vous souhaite évidemment le meilleur pour la suite et on continuera de suivre vos chevaux. On se retrouve très bientôt pour le 5e épisode d'Epic Story.